Bonjour, aujourd'hui nous allons réviser les chapitres sur les mécanismes réactionnels et sur les titrages, avec une correction d'un exercice issu du bac 2026. Avant de commencer, je vous conseille de télécharger le sujet dans la description et d'essayer de le traiter par vous-même. Exercice 3, coloration de la laine. Les premières teintures de la laine sont apparues il y a plus de 5000 ans. Dans cet exercice, nous allons étudier la synthèse d'un colorant et les conditions de sa fixation sur la laine. Partie 1, synthèse d'un colorant acide. Les colorants acides se fixent sur la laine en milieu acide. Nous allons étudier la synthèse de l'un d'entre eux, largement utilisé dans l'industrie textile. On vous donne en annexe certaines étapes du mécanisme et on vous donne aussi quelques données comme les masses molaires ou un cercle chromatique. Q1, définir un intermédiaire réactionnel. Donc on peut voir ici que dans les différentes étapes, il y a certaines entités qui peuvent être formées au cours d'un acte élémentaire, puis consommées dans un suivant. C'est ce qu'on appelle un intermédiaire réactionnel. Donc formé d'abord, puis consommé. Donc il n'apparaîtra pas dans l'équation bilan. Donc attention, il ne faut pas confondre avec un catalyseur qui est d'abord consommé, puis formé. Donc là c'est l'inverse, hein, d'abord formé, puis consommé. Q2, souligner les deux intermédiaires réactionnels présents dans les étapes. Alors si je regarde dans l'étape 1, on forme l'acide nitreux, qui est ensuite consommé dans l'étape 2. Donc là, on aura notre premier intermédiaire réactionnel. Ensuite, on voit qu'on forme un cation à la fin de l'étape 2, qui est consommé dans l'étape 3. Donc là, on aura également un intermédiaire réactionnel. Ça y est, on a souligné nos deux intermédiaires réactionnels. Ensuite, question 3, on nous demande d'identifier les sites donneurs et accepteurs d'électrons dans l'étape 1 en justifiant la réponse. Donc si je regarde dans l'étape 1, on va avoir différents atomes qui vont porter des doublés électroniques. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un site donneur, ça va être un doublé, alors qu'il soit non liant, mais pas forcément, hein, ça peut être aussi un doublé liant, une liaison polarisée par exemple. Donc ici, l'atome particulier, c'est l'atome d'oxygène qui a une charge négative, et donc lui, il va avoir un de ces doublés qui va être un bon donneur d'électrons. Donc un donneur, il doit donner un accepteur. Un accepteur, ça va être un atome, ici par exemple, qui a une lacune électronique. Donc là, on a l'ion H+, hein, il lui manque un électron, donc il va accepter des électrons. Donc site donneur, le doublé sur l'atome d'oxygène qui porte la charge, et le site accepteur, ça va être l'ion H+. Ensuite, on vous demande de dessiner les flèches courbes qui vont schématiser les transferts électroniques au cours de toutes les étapes. Alors pour l'étape 1, c'est facile, puisqu'on a repéré le site donneur et le site accepteur. C'est simple, on prend une flèche qui part du site donneur vers le site accepteur. Donc on part bien du doublé électronique pour aller vers H+. Attention, une erreur classique, c'est de partir de la charge négative. C'est pas du tout le cas, hein. On part d'un doublé électronique et vers le H+. Attention au sens de la flèche, certains élèves se trompent, part de H+, non, non, on part du site donneur. Alors si je veux reproduire la même chose avec les deux autres étapes. Alors pour l'étape 2, ça ressemble énormément à l'étape 1, hein. On a le même site accepteur, on a H+, et si je regarde dans l'espèce qui est formée, on voit que c'est l'oxygène qui porte le H, qui va encore donner un doublé, hein. Donc on va partir d'un doublé électronique du haut pour aller se fixer sur le H+. Donc ça ressemble beaucoup à l'étape 1, hein. Elles sont très proches l'une de l'autre. Alors l'étape 3, beaucoup plus compliquée, on va avoir une espèce qui va se scinder en deux espèces. Et si je regarde, on forme de l'eau. Alors, l'atome d'oxygène, on voit qu'il a une charge positive, donc il accepterait volontiers un électron. Et s'il récupère un électron en cassant ce doublé lien, ben on pourrait reformer la molécule d'eau. Donc c'est ce qui va se produire, hein. C'est-à-dire que le doublé liant entre O et N, il va venir être le site donneur vers l'atome d'oxygène. Et donc là, on va former l'eau. Le seul problème, c'est qu'en faisant ça, l'atome d'azote il perd un électron. Et donc il devient un site accepteur également. Et donc du coup, on peut avoir un doublé non liant de l'oxygène qui va venir sur l'azote. Et là, à ce moment-là, on a notre triple liaison. Donc pour cette étape 3, c'était un peu difficile quand même. Il fallait avoir l'habitude, hein, de tracer ces flèches courbes pour s'en sortir. Et donc un conseil vraiment, faites très attention, on part bien d'un site donneur pour aller vers un site accepteur. Moi je les repère avec des petites lettres, A pour accepteur, et en coloriant un site donneur, hein, comme ça on repère bien, on va du doublé vers le site accepteur.
On réalise la synthèse du colorant en faisant réagir 0,87 g d'acide avec 0,72 g de naphthol avec un excès d'acide nitreux et on vous dit que la transformation est modélisée par la transformation. Alors on a un acide, un naphthol, un acide nitreux, on a un colorant plus deux molécules d'eau formées. Et on vous dit qu'on obtient expérimentalement 1,53 g de colorant. Et on vous donne des masses molaires des différentes espèces. Question 5. Déterminer en justifiant la masse maximale de colorant qui aurait pu être obtenue. Alors, c'est tentant, mais c'est archi faux. On pourrait se dire qu'on va additionner la masse de l'acide et du naphthol pour avoir la masse attendue de notre colorant. Alors ça ne fonctionne pas, hein. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'acide nitreux et l'eau, hein, qui rentrent en compte. Donc si on avait la masse d'acide nitreux et que tout était en proportion stoichiométrique et qu'on connaissait la masse d'eau, pourquoi pas, mais là ça ne fonctionnera pas. Donc c'est pas comme ça qu'on fonctionne. À partir des quantités des matières données, on va repérer ce qu'on appelle le réactif limitant, calculer Xmax et ensuite retrouver la masse maximale formée. Alors quand on a trois réactifs, pour trouver Xmax, on va faire un calcul qui est très simple. On va prendre la quantité de matière de l'espèce sur son coefficient stoichiométrique. Et celui qui a le plus bas va donner Xmax. Donc d'abord pour l'acide. Donc ça va être quantité de matière d'acide sur 1, puisqu'on voit qu'on a un seul acide qui est consommé. Ça va faire masse d'acide sur masse molaire, qui vaut 0,87 sur 173,2, et on trouve 5 fois 10-3 mol. Alors si je fais le même calcul pour le naphthol, on va avoir N de naphthol sur 1, pareil, on a un coefficient 1 devant l'équation, ce qui fait M de naphthol sur la masse molaire, qui vaut 0,72 sur 144,2, qui vaut également 5 fois 10-3 mol. Et le troisième réactif, c'est l'acide nitreux, on vous dit qu'il est en excès, donc ça ne sera pas lui qui va être important pour Xmax. Donc Xmax, c'est la valeur la plus faible des trois, et donc 5 fois 10-3 mol. Alors maintenant que je connais la quantité de matière Xmax, on va pouvoir calculer la masse de colorant. Alors si je regarde dans mon équation, on forme une molécule de colorant, puisqu'on a un coefficient stoichiométrique de 1 devant. Ce qui veut dire que la quantité de matière maximale formée de colorant, ça va être Xmax. Et donc la masse maximale, ça sera Nmax fois M colorant, c'est-à-dire Xmax fois M colorant. Et donc la masse maximale, ça sera 5 fois 10-3 fois 328,3 qui vaut 1,64 g. Ensuite, Q6, on vous demande le rendement de cette synthèse. Alors ça, c'est une question qui est assez simple. Ça sera la masse expérimentale sur la masse maximale attendue. Donc ici, la masse expérimentale 1,53, la masse maximale 1,64, et on va retrouver 0,93, soit 93%, ce qui est un très bon rendement, hein. Donc après la synthèse, on va réaliser un spectre d'absorption du produit à l'aide d'un spectrophotomètre UV visible. Et on obtient le spectre suivant. Donc on voit qu'on a certaines longueurs d'onde qui sont très absorbées, hein, notamment les plus faibles, en dessous de 550. Et ensuite, sur les grandes longueurs d'onde, c'est pas du tout absorbé, hein. Donc on vous demande en Q7, en utilisant ce spectre, de déterminer la couleur d'un colorant. Pour cela, on va avoir besoin des couleurs absorbées. Alors, là où j'ai le plus grande absorption, on va voir qu'on est entre 450 et 520 nanomètres, c'est là où il y a le maximum d'absorption. Alors il y en a un petit peu autour de 420-430 aussi, il y en a un peu partout, mais là où on en a au maximum, ça va être ici dans cette zone. Et si je mets mon cercle chromatique, on voit que cette zone, c'est plutôt du bleu. Donc ça veut dire que le colorant absorbe le bleu. Alors pour retrouver la couleur d'un colorant, dans le cercle, c'est la couleur opposée au bleu, et donc ici ça va être le orange. Donc le colorant sera orange. Donc partie 2, étude du bain de teinture. Pour une fixation optimale du colorant, on va baisser le pH, et pour cela on va utiliser souvent du vinaigre. Donc les vinaigres, c'est des solutions aqueuses d'acide éthanoïque, et ici on a un flacon étiqueté 8 degrés, ce qui correspond à une concentration en acide éthanoïque de 1,36 mol par litre. Alors on vous donne la réponse, dans certains sujets on vous demande de calculer, hein, c'est pas forcément une question qui est très facile, il faut savoir le faire. On dose ensuite un volume VA de 10 ml de vinaigre, dilué 10 fois par une solution d'hydroxyde de sodium, de concentration 0,1 mol par litre. Et on va faire 12 titrages différents pour faire une étude un peu statistique, hein.
Et on vous donne les résultats des 12 tests, hein, avec des volumes équivalents autour de 13,5, 13,7 millilitres. Alors, démontrer comment obtenir la concentration à partir du volume équivalent. Donc pour le cas numéro 1. Alors le cas numéro 1, on a un volume de 13,5 et une concentration de 1,35 mol par litre. Alors pour cela, la première chose à faire, on met l'équation de réaction, hein, ça c'est important, pour les coefficients stoichiométriques. Donc on va avoir l'acide éthanoïque, donc CH3COH, plus l'ion hydroxyde HO-, qui va donner l'éthanoate CH3CO-, plus de l'eau. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'équivalence, et uniquement à l'équivalence, on aura la quantité de matière d'acide éthanoïque initial sur 1, qui est le coefficient stoichiométrique devant l'acide éthanoïque, qui sera égal à la quantité à l'équivalence de l'hydroxyde sur 1 également, puisqu'on a également un coefficient 1 devant l'hydroxyde. Voilà, une fois qu'on a écrit ça, on va pouvoir transformer les quantités de matière en fonction des concentrations et des volumes. Donc on va avoir, pour la quantité de matière d'acide éthanoïque, ce sera la concentration diluée fois VA. Et pour la quantité de matière d'ion hydroxyde, ce sera Cb fois Ve. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est pas en fonction de la concentration diluée, mais la vraie concentration. Donc la concentration diluée, ça va être C sur F. F, le facteur de dilution, fois Va, qui sera égal à Cb fois Ve. Et si j'isole la concentration C, on aura C est égal CbVe fois F sur Va. Alors si je fais l'application numérique, on va avoir 0,1 fois 13,5 fois 10 divisé par 10,0, et ça donne 1,35 mol par litre, comme ce qui est écrit dans le tableau. Question 9. Parmi les valeurs suivantes, choisir et recopier sur la copie la valeur de C moyen et de l'écart type. Alors, il y a deux méthodes. Soit on saisit toutes les valeurs dans un tableur, sur votre calculatrice, et ça vous sortira la moyenne et l'écart type, parce que de toute manière, on n'avait pas besoin de justifier. Donc ça, c'est la première méthode. Personnellement, moi, c'est pas celle que j'ai faite. On peut trouver en éliminant surtout d'autres valeurs, hein. Alors, regardez, par exemple, pour la concentration moyenne, c'est pas très compliqué. On voit que la concentration, on est entre 1,35 et 1,375. Donc déjà, 1,9, c'est forcément faux, hein, puisqu'on n'a aucune valeur qui arrive à ce niveau-là. Donc c'est forcément faux, la première. La deuxième, 1,375, c'est la valeur maximale de notre concentration. Donc une valeur maximale, hein, ça ne peut pas être la valeur moyenne. Et donc notre valeur moyenne sera la troisième, hein, 1,3621. Donc voilà ce que je ferai moi pour la concentration moyenne. Pour l'écart type, c'est un peu pareil, il faut réfléchir. L'écart type, ça va être la moyenne des écarts à la moyenne. Là, on a un écart entre 1,35 et 1,37, donc on va avoir des écarts qui sont assez faibles, hein. Ça sera autour de 0,0 quelque chose. Donc forcément, un écart type de 1,3, c'est forcément faux. Et un écart type de 0,2, c'est forcément faux aussi, hein. Si on avait un écart type de 0,2, ça veut dire qu'on aurait par exemple, je sais pas, moi, des 1,5 ou des 1,1, etc. Donc là, on n'a que des écarts sur le troisième chiffre significatif. Ça veut dire qu'on aura plutôt un écart type de 0,009. Donc par déduction, on retrouve les deux. Donc ça, c'était la méthode sans calculatrice. Avec une calculatrice, on saisit les 12 valeurs et ça vous donne tout, hein. Donc ensuite, on vous donne la définition de l'incertitude type en disant que c'est l'écart type divisé par la racine de n étant le nombre de mesures. Donc montrer que l'incertitude type, c'est 0,003 mol par litre, et écrire la valeur expérimentale de la concentration avec le bon nombre de chiffres significatifs. Alors pour le calcul de l'incertitude type, c'est facile, on vous donne la formule. Donc ça nous donne U est égal à sigma sur racine de n est égal à 0,009 sur racine de 12, 12 le nombre de mesures. Et ça vaut 0,0026 mol par litre. Pour un calcul d'incertitude type, on garde un seul chiffre significatif, donc il va rester 0,003 mol par litre, ce qu'il fallait démontrer. Attention, n'oublie pas la fin de la question, c'est-à-dire d'exprimer correctement la concentration moyenne. Donc on avait 1,3621, et on peut voir que pour notre incertitude type, on est au millième, hein, de mol par litre, hein, et donc on va avoir aussi une concentration arrondie au millième de mol par litre, c'est-à-dire 1,362 mol par litre. Donc pour vérifier si nos résultats sont cohérents, on peut faire un calcul de z-score, hein. Donc ça va être la valeur absolue de notre valeur moins la valeur de référence sur l'incertitude type.
Donc Q11, vérifier l'accord entre nos résultats et l'inscription sur l'étiquette. Donc sur l'étiquette, on avait écrit C0, c'est 1,360 mol par litre. Et donc on va faire C moyen moins C0 sur U de C, ce qui vaut 1,362 moins 1,360 sur 0,03, qui vaut 0,7. Et 0,7, c'est inférieur à 2, et on dit généralement que pour un z-score inférieur à 2, on aura des résultats cohérents.